Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me suis souvent posé la question de savoir si les films que j'avais regardés étant enfant, ou même maintenant, étaient guidés tout simplement par la face de la jaquette, par exemple celle-ci. Est-ce que c'est ça qui m'a attiré, ou est-ce que c'est le résumé du film? Bonne question. Pour le film d'aujourd'hui, je dirais que c'est la face avant qui m'a attiré. Je vous explique ça tout de suite après le générique. Alors, c'est en 1989 que va débuter ce récit. Je suis avec Olivier dans le vidéoclub, comme d'habitude. J'arpente les rayons pour essayer de trouver quelque chose qui me convienne. Et je me retrouve à chaque fois attiré par une jaquette. Une jaquette plus précisément. Celle-là. Alors, bien évidemment, cet extraterrestre qui fait un fuck, on ne sait pas pourquoi, avec une Kalachnikov, ça m'attire énormément l'œil. Mais je n'ose pas franchir réellement le pas pour voir ce que contient ce film. Ça fait un petit moment qu'Olivier l'a mis en rayon, et pourtant, je l'ai toujours pas loué. Et ce titre, Bad Taste, mauvais goût dans la langue de Molière, honnêtement, je sais pas pourquoi. Et puis un jour, je me suis dit, allez, faut que je saute le pas. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, Olivier ne l'a pas vu, il n'a pas eu le temps de le regarder, et pourtant, autour de moi, j'en entends même pas parler. J'ai lu quelques trucs dans Mad Movie, dans le numéro 54, celui-là en particulier, mais c'est tout. Il n'y a rien qui m'a préparé à ce que j'allais voir. Vous voulez comprendre? Vous voulez savoir de quoi je parle? Accrochez-vous, les âmes sensibles s'abstenir. C'est parti. Le film du jour, à savoir donc Bad Taste, est un film néo-zélandais sorti en France le 28 août 1988. Il est réalisé par Peter Jackson, qui est à sa première réalisation, mais qui va marquer énormément les mémoires. Pour ceux qui auraient vécu au fin fond d'une grotte depuis plus de 20 ans, il est le génial réalisateur de Meet the Feebles, de Braindead, de Phantom contre Phantom, de Heavenly Creature, de King Kong et bien sûr de deux sagas devenues cultes tirées des romans de Tolkien, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Alors, il faut savoir que Monsieur Peter Jackson est dans le top 10 de mes réalisateurs préférés. Donc, ne vous attendez pas à ce que je passe sous silence toutes ces vidéos, vous allez en avoir un bon paquet sur la chaîne. Le film du jour débute par un enregistrement qui est écouté par un homme de l'ombre. Il fait partie du AIDS, le service d'investigation de défense astronautique. C'est un service qui lutte contre les attaques et les envahisseurs extraterrestres. L'enregistrement explique que dans le village de Kaïro, tous les habitants ont totalement et subitement disparu. Donc l'homme
de l'ombre envoie ses meilleurs hommes sur place pour enquêter. Mais dès leur arrivée, deux de ce groupe-là, Derek et Barry, sont attaqués par un homme armé d'une hache. Alors Barry est guidé par radio par son binôme Derek, qui va tirer plusieurs balles dans la tête de l'homme en chemise bleue. Et vu le calibre que possède Barry, la distance à laquelle il tire, honnêtement, le résultat est sans appel. La tête est pulvérisée. Oh putain, c'est dégueulasse! La moitié de la tête, à moins, l'homme en bleu tombe aux pieds de Barry, lui tachant quelque peu le bas de son froc. Une fois qu'il aura caché le cadavre dans les fourrés, Barry continue son exploration dans la ville. Et celle-ci, effectivement, est complètement déserte. C'est Derek qui va lui donner des explications un peu plus précises. En fait, il s'agit d'individus qui viennent d'une planète lointaine des gorgeurs. Alors ils vont débarquer soi-disant sur Terre pour se ravitailler en chair humaine, pour créer de magnifiques burgers pour leur consommation personnelle de leur casse-croûte intergalactique. Alors ils se sont d'abord attaqués à la petite ville de Cairo, qui ne compte à peine que 75 habitants, mais leur prochaine cible pourrait être une ville nettement plus grande. Barry, en continuant sa ronde, va se faire attaquer par d'autres hommes en bleu. Il le passe à tabac, mais néanmoins, la pauvre victime parvient à s'enfuir. Une course-poursuite va commencer entre Barry et ses 5 poursuivants. Bon, on va pas se la cacher, c'est pas la course-poursuite la plus palpitante de tout le cinéma. Honnêtement, c'est ridicule. Donc Barry parvient à s'enfuir, comme je vous le disais. Il va se cacher dans une espèce de petite cabane en tôle, en attendant que les autres tanches arrivent à lâcher l'affaire. De son côté, Derek tente de joindre Frank et Ozzy, qui composent le reste de l'équipe. Avec sa radio, un peu bricolée bizarrement, il va arriver à les choper et à les mettre au courant de la situation. Notre bon Derek va essayer de communiquer avec un des extraterrestres qu'ils ont réussi à capturer un peu plus tôt. Bon, la discussion va vite tourner court et va plus passer à la torture. Vu qu'il utilise une espèce je sais pas trop, un pieu, un tournevis, une lance, je sais pas, ça doit faire sacrément mal sous les pieds, même pour un alien. Dans le même temps, Barry, il est attaqué dans sa cachette par le groupe de 5 qui a réussi à le retrouver, et ils vont se servir de l'un d'eux comme bélier. Bon, techniquement, ça prouve qu'ils en ont dans la tête. Ou pas. Retour avec Derek, qui continue sa séance de planter de couteau en mode podologue. Il va faire tellement hurler sa victime que les 5 blaireaux qui attaquent Barry vont tenter de rejoindre le camarade pour leur sauver. Dans une course effrénée, ils vont foncer vers le pauvre Derek, qui après avoir été informé de la situation rapidement par Barry, va se préparer à recevoir les hommes en bleu armés d'une mitraillette. Il en descend un en vidant complètement le chargeur dans le vide, un autre en le collant par balle contre un arbre, et un autre qui tombera de la falaise. Les deux derniers poursuivent Derek le long de la descente de la falaise. Et par chance, notre jeune humain va trouver le dernier chargeur et finir de se débarrasser de ses envahisseurs. En tirant dans le premier, il va toucher son bras. La masse qu'il tenait va s'enfoncer dans le crâne du second qui est derrière lui. Alors, c'est crado, c'est mal joué, mais putain c'est kiffant. Pensant enfin être sauvé, Derek est attaqué par l'homme en bleu qu'il torturait précédemment qui a réussi à s'échapper. Et à la suite d'un coup assez mal placé dans son estomac, il va chuter jusqu'en bas de la falaise. Ozzy et Frank condamnent la route pour être sûr que personne ne rejoigne Cairo. Ils sont contactés par Barry qui leur annonce la triste nouvelle de la perte de Derek. Dans le même temps, un homme du clergé, appelé Gilles, passe de maison en maison pour récolter des dons. Et il va surprendre Robert, l'homme en bleu, en train de prendre son petit déjeuner dans un demi-crâne d'un compatriote à lui. Bon appétit! Pris en chasse par Bob armé d'une machette, Gilles arrive, à rejoindre sa voiture, mais vraiment de justesse. Il va réussir à s'enfuir en y laissant déjà le pare-choc arrière, et surtout l'envie de revenir. Plus loin sur la route, Gilles pense trouver un refuge dans une maison. Et c'est là qu'il va être capturé et mis dans une marmite, façon cartoon, avec les légumes qui va avec. Le chef de la délégation extraterrestre, qui s'appelle le Seigneur Krunk, lui explique qu'il va finir cuisiner et manger au petit-déj du lendemain. Toutes les personnes présentes dans la pièce en ont déjà l'eau à la bouche. Et même le chef Krunk précise qu'il se réserve la tête pour la manger à la petite cuillère. Sur le rebord de la plage, Derek, que l'on pensait mort, finit par se réveiller. Il est blessé, certes, mais il est vivant. Cependant, un énorme trou dans sa calotte crânienne le fait souffrir. Des morceaux de son cervelet commencent à tomber. Il les récupère tant bien que mal. Et il reprend sa route. Il va trouver dans sa voiture un chapeau qui va lui servir à maintenir, son cerveau en place. Ozzy et Frank se préparent avec Barry à infiltrer la maison,
où se cachent les envahisseurs. La nuit venue, le trio d'humains tente de rentrer dans cette fameuse bâtisse. Pendant que le grand chef fait un speech sur la nécessité de conserver leur apparence humaine et surtout de ne pas se faire découvrir, tout en discrétion, le trio va avancer dans la maison. Ils vont découvrir dans une des pièces tout un tas de cartons ensanglantés. Mais l'arrivée des hommes en chemise bleue va écourter très rapidement leur investigation. Ils vont s'en débarrasser en silence, en lui arrachant la tête et une partie de la colonne vertébrale. Alors comme vous pouvez le voir, le Predator il est jaloux de la technique. Frank prend la chemise et la place de l'homme en bleu au sein du discours que proclame le vieux chef. Il va se rendre compte que maintenant les extraterrestres possèdent des armes et que tous les habitants du village de Kaioro ont été ce qu'ils appellent moissonnés. En gros, ils vont être servis dans une chaîne de restaurants rapides intergalactiques façon steak à burger. Il est temps pour ce groupuscule de partager le verre de l'amitié. Enfin le verre. Alors Robert l'extraterrestre pose une magnifique gerbe dans un bol et chacun des membres va en boire un petit peu. Là oui, c'est gerbant. Je reconnais, c'est gerbant. On reprend. Alors Frank n'a pas le choix que de boire, sans quoi il serait démasqué. Quelques minutes plus tard, tout le monde part se coucher. Frank en profite pour rejoindre ses camarades humains et il leur raconte tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a vu. Ensemble, ils vont partir en mission de sauvetage à la recherche de Gilles, qui arrive finalement à être sauvé. Au petit matin, ils tentent de partir de la bâtisse, mais ils vont se faire rapidement repérer par une espèce de gros blaireau qui est en bas. Le trio tire un maximum sur tous les ravisseurs. Derek parvient à rejoindre sa voiture et se dirige vers la maison pour aider ses camarades. Alors justement, du côté des humains, dans la maison, la fusillade fait rage. Une fois que tout le monde est éliminé à l'intérieur, c'est dehors que l'action va se passer. Les balles pleuvent dans les deux camps, mais force est de constater que les humains ont largement le dessus. Ça tire dans les bosquets et surtout dans les arbres. Les cadavres s'empilent un par un au sol. Gilles et Frank se retrouvent aux prises avec Cook, un des extraterrestres qui prépare la cuisine. Il va les tabasser, mais alors sans ménagement. Le colosse ne laisse aucune chance à nos deux humains qui tentent malgré tout de résister. Mais bon, Frank arrive à se débarrasser tant bien que mal de Cook, alors que Gilles, une fois de plus, va se faire enlever. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Gilles ralentit le groupe. Il est con ce mec. Derek arrive enfin sur place, à bord de sa voiture Beatles. Mais une balle perdue va dégommer son chapeau. Son cerveau se retrouve une fois de plus à vif, ce qui lui provoque des spasmes. Pendant que les cadavres extraterrestres s'accumulent tout autour de la maison, Frank vient au secours de Gilles, qui manque une fois de plus de se prendre une balle. Il se débarrasse du bourreau avec une balle, mais alors pleine tête. Ozzy rejoint Frank et Gilles, après avoir tué un homme en bleu qui mettait en joue son camarade. Il y a Derek qui est toujours cloué au sol, je vous rappelle, mais qui va trouver une solution temporaire pour régler son problème de trou dans la tête. Grâce à sa propre ceinture, il va bloquer le morceau de boîte crânienne pour repartir au combat, façon John Rambo en cuir. Il en profitera pour éclater deux extraterrestres qui se trouvent en plein milieu de son chemin. Frank et Ozzy continuent à se débarrasser de tous les envahisseurs. Le grand seigneur Crumb, comme lui et ses compatriotes sont découverts, ils vont reprendre leur forme d'extraterrestres. Une grosse tête, des mains et des fesses saillantes. Voilà à quoi ressemble la véritable apparence de ces envahisseurs. Ozzy, Barry, Frank et Gilles fuient pour sauver leur vie, car ils sont poursuivis par le dernier groupuscule encore vivant. Ils parviennent à rejoindre leur voiture et à s'enfuir. Durant la fuite, un des extraterrestres tire sur le véhicule, mais il sera abattu par Barry. La voiture, par contre, elle est touchée et nos humains, sauveurs de la Terre, doivent l'abandonner. Mais avant de partir, Ozzy récupère une grande mallette et il file se cacher en contrebas. Le contenu de ce qu'il vient de prendre à l'arrière du véhicule n'est autre qu'un gros lance-roquette qu'il va utiliser pour pulvériser la voiture dans laquelle les aliens se sont rassemblés. Alerte. Alerte. Il ne reste plus que Crumb et les deux derniers aliens en vie. Ozzy et Frank foncent dans la maison. Ils sont suivis de Derek, qui est armé d'une tronçonneuse et qui va découper en morceaux un des derniers aliens encore sur pied. Ce bon Derek va même en profiter pour récupérer un morceau de cerveau extraterrestre qu'il va se rajouter à lui-même. Non, franchement, c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Frank et Ozzy sont vraiment agréablement surpris de voir leurs camarades en vie. Après que les quatre survivants, Gilles, Barry, Ozzy et Frank, se soient échappés de la maison, le seigneur Crumb parvient à blesser Ozzy en lui tirant une balle dans la jambe. Frank utilise lui son propre lance-roquette pour essayer de tuer le chef. Bon, il va le manquer. Il va frôler Derek d'un poil et éliminer finalement le mouton qui se trouve dans un pré voisin derrière. Derek est assommé par le seigneur Crumb et ce dernier va transformer la maison
en vaisseau spatial géant qu'il compte bien décoller, direction l'espace pour pouvoir s'enfuir. La transformation en vaisseau va détruire tout ce qui se trouve autour de la bâtisse. Frank sauve Ozzy de justesse avant qu'il ne soit happé par le soubassement. Une fois que la maison a décollé vers l'infinité spatiale, avec comme seul passager clandestin Derek qui est piégé entre les murs, il jette un dernier coup d'œil sur la Terre qui s'éloigne par la fenêtre. Dans le même temps, Crumb parvient à prévenir les siens qu'il rentre brocouille, comme dit dans le bouchonnois, et le seigneur Crumb va se faire attaquer finalement par Derek et sa tronçonneuse. Il va le vider comme un poulet. Tout va tomber au sol. Alors ça doit être ça qu'on appelle une descente d'organes, il me semble. Derek décroche et leur répond « J'arrive, sale bande de connards !» Et il enfile la peau du chef extraterrestre pour pouvoir réussir sa future infiltration sur la planète des envahisseurs. Sur Terre, le reste du groupe, Frank, Ozzy, Barry et Gilles, s'éloignent au coucher du soleil avec la voiture Beatles de Derek. Alors, je viens de finir le film et je reconnais que là, Peter Jackson, à ce moment-là, il a réussi un tour de force. Il a fait un premier film qui a été présenté au Festival de Cannes. C'est un film gore, crade, mal joué, il y a tout qui va pas, mais c'est un tour de force. Honnêtement, c'est un véritable tour de force qu'il a réussi à faire. Alors, je vous rappelle qu'on est en 1989, que je suis relativement jeune, et ce film-là est en train de faire remonter le popcorn par l'endroit où il est arrivé. Alors pour la vidéo, je me suis rematé cette pépite et je dois reconnaître qu'il y a pas mal de faiblesses. Soit c'est joué avec le cœur, bon parfois avec excès, les effets spéciaux sont assez crado, mais vraiment pas mal réalisés. Pour un budget d'à peine 11 000 $, j'ai bien dit 11 000 $, Monsieur Peter Jackson a fait un chef-d'œuvre. Alors il faut savoir que ce tournage aura duré 4 ans. Il tournait le week-end, il tournait le soir. Ils se sont arrangés pour que tout le monde puisse arriver plus ou moins à participer. Tous les potes de Peter Jackson étaient là au casting. Et une fois que j'ai fini de regarder ce film, je me suis dit, là c'est prometteur. Et tous les films qui sortiront de ce réalisateur, donc Peter Jackson, je les materai avec, on va dire, une envie irrésistiblement, on va dire, malsaine pour retrouver ce que j'avais trouvé dans Bad Taste, que je retrouverai dans les Feebles et dans Braindead évidemment. Soyez-en sûrs, je vous en parlerai en temps et en heure. Au casting de ce métrage, à part Peter Jackson himself, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui ont fait carrière. À peine Doug Rouen, qui joue le seigneur Crumb, lui il sera la voix de Bletch dans Meet the Feebles. Alors voilà, je suis désolé, mais la vidéo est plus courte que prévu, parce que je n'aurai pas à vous parler du casting. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, on remonte à l'année 1996. Et moi, je vais me replonger dans cette année-là sur mon Pentium. Je vais vous parler d'un jeu qui m'a lancé dans une saga où je n'aurais jamais pensé mettre les doigts. Bref, abonnez-vous, laissez des commentaires pour que je puisse vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas, les souvenirs ils sont dans la tête et dans le cœur et ils ne demandent qu'à remonter. En attendant, à dans 15 jours. Bye bye. We've got trouble. Good one. Right, we're on our way. Tomorrow, we're having you for lunch. What are we gonna do if we're spotted, Frank? Go, Frank!
Jeez, the real tickets. Here, it was right all along. Get down. That's the end of those weekend cowboys. What's up, boss? You go on. I'm gonna go back and stop those Bankers. For God's sake, guys, put that thing down. Let's get in there and hit the leader.